Alors, dans la région de l'étage antérieur, nous allons reprendre un petit peu l'ethmoïde, la partie apparente de l'ethmoïde. Donc, nous avons ici une petite gouttière, comme ça, de part et d'autre de la ligne médiane, percée d'orifice qui correspond à la lame horizontale ou la lame criblée de l'os ethmoïde. Donc, à travers cette lame criblée vont passer les filets nerveux olfactifs, d'accord, qui vont constituer ici le bulbe olfactif. C'est le premier nerf crânien. Ensuite, nous avons entre ces deux gouttières-là, les gouttières olfactives, nous avons une saillie osseuse médiane, donc qui remonte vers le haut, qui est dirigée vers le haut. C'est l'apophyse cristagalli. Donc ces éléments font partie de l'os ethmoïde qui est situé au-dessous du frontal et qui rentre dans la composition des parois des fosses nasales. Alors en arrière de lui, comme nous l'avons dit déjà, se trouve l'os sphénoïde. D'accord ? Nous venions de parler de l'os sphénoïde, dont nous avions dit qu'il avait une partie centrale qui est le corps et deux petites ailes par là. Puis, au niveau de l'étage moyen, vont s'étaler de chaque côté les grandes ailes du sphénoïde. Alors, plus en arrière, sur la ligne médiane, nous avons encore un os impair qui s'attache au sphénoïde à partir de cette ligne-là. Ils vont former ensemble par là ce qu'on appelle la gouttière basilaire. Et il s'agit donc de l'os occipital qui va s'étaler dans cette région-là en formant les parois de l'étage postérieur de la base du crâne. C'est-à-dire que nous voyons ici la fosse, ce qu'on appelle la fosse crânienne postérieure. La fosse crânienne postérieure ou loge cérébelleuse. Alors, l'os occipital va présenter en avant donc un processus basilaire là, deux masses latérales de chaque côté, deux masses latérales, et puis une grande surface incurvée à parois minces. C'est l'écaille de l'os occipital. Alors, nous apercevons sur la face interne de l'écaille ici, l'endroit où se présente la protubérance occipitale interne, et nous avons aussi des marques faites par le passage des veines. Nous avons ici notamment donc une grosse veine intracrânienne qui chemine à la surface donc des parois osseuses. Il s'agit du sinus latéral. C'est un sinus veineux. Donc nous pouvons la suivre à partir de là, la ligne médiane, sur le côté droit. Voilà. Et on va donc voir cette gouttière qui va se poursuivre sur la face postérieure du rocher, de l'os temporal, jusqu'à ce qu'on aboutisse ici vers un foramen très large qui perce la base du crâne dans son étage postérieur et qu'on va décrire après. C'est le trou déchiré postérieur. Quant à l'os occipital vu sur sa face exocrânienne, donc, ou la face inférieure, si vous voulez, voilà comment il se présente. Nous avons toujours le processus basilaire là en avant. Donc, les masses latérales ici, et l'écaille de chaque côté, et puis l'écaille vers l'arrière. Alors, ces trois parties vont circonscrire, vont entourer, si vous voulez, ce grand orifice qui est le foramen magnum ou le trou occipital. Et nous voyons sur les côtés, ici, des surfaces ovalaires, lisses, articulaires, avec la première vertèbre cervicale. Donc, ces surfaces représentent les condyles occipitaux. D'accord ? Les condyles occipitaux. Bien sûr, il y a des orifices, comme dans la plupart de ces os-là,
qui vont servir au passage des nerfs et ou autres éléments vasculaires. Par là, sur la ligne médiane, nous avons des crêtes et des lignes transversalement, les lignes courbes occipitales. Et par là, nous avons la protubérance occipitale externe, donc qui sert de repère en clinique. Donc, voilà les indications que nous pouvons donner. Pour ce qui concerne l'os temporal, donc sur la face inférieure du crâne, nous voyons donc le prolongement de ces différentes parties. Voilà le processus mastoïde. Et nous avons en dedans de lui ici une rainure, c'est-à-dire une sorte de gouttière qui va servir à attacher le muscle digastrique. Quant à l'apophyse mastoïde elle-même, elle donne naissance, donne attache au muscle sternocléido-mastoïdien. Nous apercevons ici l'apophyse styloïde, le processus styloïde. Voilà pour le profil. Donc, nous avons la mastoïde là, et la styloïde par là en avant est beaucoup plus en dedans, remarquez. Elle est plus interne. L'apophyse styloïde va donc donner naissance à beaucoup d'éléments musculaires et fibreux qui vont aller descendre en direction de la mandibule et de l'os hyoïde, notamment. Donc c'est un élément osseux important, un repère qu'il faut connaître. Et nous avons aussi par là la région où la mandibule, qui est le seul os mobile de ce système osseux, où la mandibule va s'articuler avec l'os temporal, vous voyez par là. La mandibule, grâce à ce qu'on appelle la tête de la mandibule, ici, donc la tête de la mandibule, c'est une surface articulaire, d'accord, qui se trouve au niveau du processus condylaire de la mandibule, qui est là, d'accord. Cette surface articulaire est de forme ovalaire, elle est convexe, et elle va entrer en relation avec une surface correspondante qui se trouve à la face inférieure de l'os temporal ici. On la voit, c'est une cavité très importante. Je vais détacher la mandibule provisoirement pour mieux montrer l'os temporal à ce niveau. Donc, il va présenter ici une excavation profonde et large qui s'appelle la cavité glénoïde ou bien la fosse mandibulaire. Elle correspond, de par sa configuration, à la convexité du condyle mandibulaire que nous voyons par là. Le condyle mandibulaire, d'accord, est une surface convexe de forme ovalaire. Il est dirigé presque transversalement, il est un peu oblique vers le dedans et vers l'arrière. Et il va donc s'articuler pleinement avec la cavité glénoïde pour pouvoir réaliser les mouvements de mastication. Donc cette articulation s'appelle en abrégé l'ATM, autrement dit l'articulation temporomaxillaire ou temporomandibulaire. La deuxième surface située en avant de la cavité glénoïde ou de la fosse mandibulaire s'appelle le condyle temporal ou bien le tubercule articulaire. C'est une surface convexe. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'ATM est une articulation bicondylienne, parce qu'à un moment donné de l'ouverture buccale, c'est-à-dire quand on abaisse la mandibule, ces deux condyles vont devoir s'articuler. Alors, ici, nous allons donc, avant de reprendre
l'étude de l'endobase du crâne à proprement parler, nous allons donc montrer cette partie de l'os temporal qu'on appelle le rocher. Voilà. Le rocher, c'est ce segment-là. Donc, on l'appelle également la pyramide pétreuse. Il présente une base qui se trouve là en arrière. En surface, elle répond au processus mastoïde. Et puis, son grand axe va se diriger obliquement en avant et en dedans pour aboutir au sommet du rocher, de cette pyramide pétreuse. Le rocher va s'articuler avec l'os occipital à ce niveau-là. Il s'articule aussi, il s'attache également en avant à l'os sphénoïde. Donc il va s'encastrer un petit peu, ici, comme on le voit là, dans une sorte d'incisure que vont nous laisser en place les deux os sphénoïdes, là, sphénoïde et occipital, lorsqu'ils se mettent en place au niveau de la base du crâne. Voilà. L'occipital, par là, avec le sphénoïde en avant de lui, vont laisser ici une sorte d'incisure, un espace, où va venir s'encastrer le rocher. Et le rocher, on va lui reconnaître ici cette face qui est la face supérieure. Elle est inclinée, bien entendu, pour réaliser ici, avec les parties voisines, une excavation qui va correspondre à la fosse crânienne moyenne. Alors, sur cette face supérieure, donc, va se poser le lobe temporal, bien entendu, mais aussi nous avons ici à décrire une fossette qui correspond au ganglion de Gasser, qui appartient au nerf trijumeau. Ensuite, par sa face postérieure, là, le rocher va entrer dans la composition de l'étage postérieur de la base du crâne, c'est-à-dire de la fosse crânienne postérieure. Alors cette face en question, on l'appelle la face postérieure du rocher. Elle est à la verticale pratiquement. Elle va présenter des orifices qu'on décrira donc dans la partie réservée au trou de la base du crâne. Alors, ce qu'il faut savoir sur le rocher, c'est que c'est un os très important en clinique, du fait qu'il va, dans son épaisseur, qu'il va contenir les cavités de l'oreille, à savoir, donc, l'oreille interne. Donc, on remarque par là un orifice important, qui est le trou, ou bien le conduit auditif interne. Il permet donc d'arriver à l'oreille interne. C'est le segment le plus profond de l'oreille. Il sera suivi ensuite par l'oreille moyenne. Et puis, du côté externe, nous allons aboutir par là à l'oreille externe, représentée ici par un conduit qui s'ouvre à l'extérieur et qu'on appelle le conduit auditif externe ou le méa acoustique externe. Donc l'ensemble des trois parties de l'oreille se trouve donc à l'intérieur de cette pyramide pétreuse, ou bien le rocher comme on l'appelle. Donc voilà ce qui donne son importance à cet os, et nous avons entre autres le passage du nerf facial qui va traverser le rocher dans un canal qu'on appelle l'aqueduc de Fallope. Nous avons également la traversée du rocher qui sera donc faite sous forme donc d'un canal. Ce canal va conduire une artère importante, c'est l'artère carotide interne. Voilà son orifice d'entrée ici.
On appelle le canal carotidien. L'orifice d'entrée se trouve ici et l'orifice de sortie se trouve à ce niveau. Voilà. Vous apercevez l'orifice de sortie ici du canal carotidien. Donc, on comprend que l'artère carotide interne va émerger ici au niveau de la base du crâne, où elle va monter en direction du cerveau. Là, d'ailleurs, nous remarquons qu'il y a une gouttière. Nous sommes dans l'espace, ici, qui correspond au trou déchiré antérieur. Là apparaît donc l'artère carotide interne. Et puis, nous pouvons ajouter aussi, comme autre élément qui donne son importance au rocher, le fait que dans la mastoïde, ici, sont creusées une multitude de cellules de cavités aériques. Ce sont les cellules mastoïdiennes. Et ces cavités aériques communiqueront avec l'oreille moyenne qui elle-même est en relation avec le rhinopharynx, le nasopharynx, d'accord? Et donc ça permet de comprendre que cette relation va faire passer l'air d'un compartiment vers l'autre. Donc dans l'oreille moyenne, il y a de l'air qui circule grâce à la trompe d'Eustache, la trompe auditive que vous avez étudiée, qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le nasopharynx. Et l'oreille moyenne communique elle-même en arrière avec les cellules mastoïdiennes. Et ça, ce fait est très très important en clinique. Donc, la base du crâne, par sa face interne ou bien supérieure, endocrânienne, s'appelle l'endobase. Voilà sa délimitation en surface, en périphérie. Voilà sa délimitation. Elle va être divisée en 3 étages par des repères osseux qui sont très nets. C'est des bords donc très apparents ici, qui vont permettre de séparer l'endobase pour décrire 3 étages dénivelés en marche d'escalier, à savoir donc l'étage antérieur en avant, l'étage moyen, et puis tout à fait en arrière, l'étage postérieur. Comme on le voit, donc, ces étages sont en marche d'escalier, à savoir que l'étage, plus on va vers l'arrière, plus donc on descend de niveau. Alors, l'étage antérieur représente la fosse crânienne antérieure. Il est en rapport avec les lobes frontaux du cerveau. L'étage moyen représente la fosse crânienne moyenne. Donc, à sa surface vont reposer ici les lobes temporaux du cerveau et au centre, il y a l'hypophyse, la glande hypophyse qui se logera dans la selle turcique. Ensuite, dans l'étage postérieur, nous avons le cervelet qui va se positionner là, plus en avant de lui, le tronc cérébral qui fait partie à la moelle qui fait suite à la moelle épinière au niveau du trou occipital. Voilà donc les rapports avec l'encéphale. Maintenant, la constitution de chaque étage sera décrite de la manière suivante. Nous avons dans l'étage antérieur la participation surtout de l'os frontal et de l'os ethmoïde, ici,
Donc nous allons appeler cet étage l'étage ethmoïdo-frontal ou fronto-ethmoïdal. Dans l'étage moyen, nous avons donc le sphénoïde qui va participer, nous avons décrit tout à l'heure, et puis le temporal, donc on l'appellera l'étage sphénotemporal. Puis dans l'étage postérieur, nous avons la participation de l'os temporal ici et de l'os occipital, donc nous l'appellerons l'étage temporo-occipital. Donc ça nous donne des indications sur les os qui vont participer à la constitution de la base du crâne, étage par étage. Maintenant, il y a une série de trous, ce sont les orifices de la base du crâne, que nous allons décrire en allant d'avant en arrière. Alors d'abord, quelle est l'importance de ces trous? C'est qu'ils vont permettre de faire passer donc des vaisseaux ou bien des nerfs, d'accord, qui soit vont rentrer dans la cavité crânienne, soit vont quitter la cavité crânienne. D'accord? Alors, il faut les connaître avec leurs éléments de passage. Premièrement, dans l'étage antérieur de la base du crâne, que nous avons limité comme ceci tout à l'heure. Voilà. L'étage antérieur de la base du crâne est séparé de l'étage moyen par le bord de la petite aile du sphénoïde ici et par le limbe, ici le tubercule de la selle qui marque la limite antérieure de la selle turcique qui fait partie de l'étage moyen. Donc voilà. Ce qui fait que les orifices appartenant à l'étage antérieur sont les suivants. Nous avons d'abord ici les trous optiques, les canaux optiques qui vont conduire vers l'orbite. Et nous avons en avant, dans la gouttière olfactive ici, les trous de la lame criblée de l'ethmoïde. Quels sont les éléments de passage? Alors, dans la lame criblée de l'ethmoïde la plus antérieure, située dans cet étage, donc c'est une multitude de petits trous. Ces petits trous vont conduire les filets nerveux olfactifs qui appartiennent au premier nerf crânien. Le trou optique va avoir comme élément de passage le nerf optique, le nerf de la vision, qui est destiné à l'œil. D'accord? Donc, nous allons voir par la suite, en passant à l'orbite, le versant, si vous voulez, extracrânien de ces trous.